nous allons au fond continuer d'aider l'Ukraine dans ses besoins de formation, pour tenir sur le front et pour défendre son ciel. Avec les livraisons que j'évoquais, avec les accords que nous finaliserons, j'irai moi-même en février en Ukraine. J'annoncerai la finalisation de ces textes. Les livraisons de munitions que j'évoque là seront commencées. Et à chaque fois que nous annonçons, nous faisons quasiment en temps réel, comme vous le savez. Et nous aurons très clairement, nous Français et nous Européens, à prendre des décisions nouvelles dans les semaines et les mois qui viennent. Précisément pour ne pas laisser la Russie gagner. Une décision qu'il a annoncée hier, Xavier, il va se rendre en Ukraine au mois de février. Il va y retourner. Ce sera une autre information très importante en matière. Et ensuite, il y a les livraisons. Et il en avait parlé avant. Ils vont continuer à livrer. Alors, on va voir la petite fiche d'identité sur les livraisons. Pardon. Excusez-moi. Il a aussi dit qu'on allait prendre des mesures analogues à celles des Britanniques. Les Britanniques ont signé un accord de défense bilatéral. Alors, on y revient après. On voit d'abord les livraisons. Non, je vous en prie. C'est votre passion qui parle, évidemment. Non, mais je voulais parler aussi des livraisons, Xavier, c'est important. Qui sont relativement importantes, oui. Voilà, 40 missiles Scalp. Alors ça, plusieurs centaines de bombes de modèle Hammer. Alors on va voir avec l'amiral de quoi il s'agit. Mais ça, c'est important en volume ? Oui, c'est important. C'est un effort important. Il y a besoin d'énormément d'obus sur le front. Pour le moment, on n'est pas en mesure de les livrer, donc on livre d'autres types d'armements. Missile Scalp, ça permet de tirer à très longue distance. C'est important pour les Ukrainiens pour viser des cibles stratégiques et notamment en Crimée, comme on l'a vu encore récemment. Et puis les bombes planantes guidées, ça aussi c'est important. En fait, c'est des A2SM, c'est un kit qui se met sur des bombes que possèdent déjà les Ukrainiens, mais qui permet de guider ces bombes sur 70 km avec soit un système de GPS, soit un système d'infrarouge. Et c'est une bombe d'une grande précision, contrairement aux bombes lisses d'habitude utilisées. Quelle est la différence entre ces bombes planantes guidées, c'est ça, et des missiles ? C'est essentiellement un problème de portée, comme cela vient très bien d'être dit. L'avion emporte une bombe. Cette bombe, il la largue, et à ce moment-là, vous êtes en trajectoire balistique, c'est-à-dire que la bombe tombe, mais quand elle tombe, comme elle a des gouvernes, vous pouvez voir des espèces de petites ailes qui se déploient au moment où elle est larguée, eh bien, elle plane. Elle plane, elle descend en planant jusqu'à son objectif, et le fait qu'elle plane lui permet de se diriger de manière plus précise, plutôt d'être dirigé de manière plus précise, en agissant sur ces différents appendices qui lui permettent de se gouverner, ce qui lui permet d'avoir une précision extrême, de l'ordre de quelques mètres. Est-ce que l'Ukraine en a particulièrement besoin de ces armements-là ? Oui, parce que ça permet de frapper loin de la ligne de front et des cibles stratégiques à haute valeur ajoutée. Et aujourd'hui, au moment où le front est gelé, où aucun des deux belligérants n'arrive à avancer, ça permet d'avoir des gains stratégiques dans la profondeur. Quels sont les objectifs que Kiev pourrait atteindre des QG de commandement, comme on a vu à Sébastopol, le QG de la mer Noire qui a été entièrement détruit. Ça peut être des stockages de munitions, ça peut être des nœuds ferroviaires qui permettent le ravitaillement. C'est tout ce qui permet de frapper derrière le front et qui est aujourd'hui le plus important. J'ajoute, Elisabeth, qu'aujourd'hui, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, reçoit son homologue ukrainien et qu'à cette occasion, la France pourrait rajouter au panier d'aide de nouveaux canons César. Ça aussi, c'est très important. On a dit pendant des semaines, l'aide occidentale est en train de ralentir, l'Ukraine a besoin d'armement en urgence, elle n'a plus. Est-ce que ça, c'est un effort important qui pourrait à nouveau entraîner une dynamique de livraison ou pas ? Pour qu'il y ait une dynamique de livraison, Elisabeth, pour ça, il faudrait qu'on ait des usines qui tournent à fond la caisse, si je puis dire, ce qui n'est pas le cas. En revanche, ces stocks-là, la 40 missiles Scalp, ça a été dit... 40 missiles, c'est considérable ? Ah oui, c'est important. C'est à peu près le même volume que la première livraison il y a quelques mois, il y a 7-8 mois, je ne sais plus, à peu près 10 mois. C'était à peu près ce même volume-là, une quarantaine de missiles. Ça a été dit, c'est très précis, fort pouvoir de destruction pour taper le pont de Kerch, pour taper différents objectifs plutôt tactiques que stratégiques. Et puis les bombes planantes sont aussi utiles, mais au regard des besoins industriels, militaires de l'Ukraine, c'est bien évidemment pas suffisant. C'est un complément qui est très significatif, certes, mais c'est pas suffisant, puisqu'il faut des milliers, des millions d'obus.
quelque chose Ce qui est plus simple. Si vous permettez, ce qui est important justement, c'est que ces armements de haute précision sont des armements à très forte valeur ajoutée. Donc en fait, on compense le nombre par la qualité. Le problème, c'est que le soldat sur le front, lui, s'en rend à peine compte. Une autre cible qui va être très intéressante pour ces bombes planantes, ce seront également les moyens russes de guerre électronique. Alors, on sait que les Russes ont fait énormément d'efforts sur la guerre électronique et qu'ils gênent ainsi énormément les drones ukrainiens, en particulier, qui étaient un de leurs principaux atouts. Donc on peut considérer qu'avec raison, les Ukrainiens vont privilégier l'utilisation de ces nouvelles munitions pour détruire ces moyens précieux de l'armée russe. Magali, sur ces livraisons, alors on a dit aussi souvent que quand la France annonçait des livraisons, elles étaient livrées, ou elles allaient l'être. Ce ne sont pas des annonces à moyen ou long terme. Pays, effectivement. Voilà, en Allemagne, on annonce et puis on livre tardivement. Nos camarades britanniques, on dit qu'ils allaient livrer 2 chasseurs de mines qui n'ont toujours pas le droit de passer. On est dans l'opérationnel, c'est vrai. Et puis c'est une façon, surtout aussi pour Emmanuel Macron, de répondre aux critiques qu'on a entendues ces derniers jours, notamment du côté de certains de nos partenaires européens. Je pense à l'Allemagne, qui disait que finalement la France n'en faisait pas assez aussi pour livrer du matériel aux Ukrainiens. Et donc là, Emmanuel Macron choisit cette tribune qui était cette conférence de presse pour annoncer le soutien et de nouvelles livraisons d'armes. C'est vraiment une façon de montrer que la France répond, présente, en effet, aux côtés de l'Ukraine. Emmanuel Macron va partir pour Davos, il y sera demain. Zelensky, qui y est déjà aujourd'hui, et Zelensky y était hier, et justement disait, et a fait un discours très applaudi d'ailleurs à Davos, en disant il faut pas que les Occidentaux nous laissent tomber et laissent le front se geler. Il nous faut absolument de l'aide matérielle, de l'aide militaire. Voilà, c'est une réponse aussi que veut apporter la France directement à Zelensky et au gouvernement ukrainien, dont en effet le ministre de la Défense sera là aujourd'hui. Oui, peut-être pour dissiper aussi cette impression de flottement dont on a énormément parlé. Effectivement, est-ce qu'il faut négocier? Le front est gelé, l'Ukraine n'a pas les moyens d'arriver à ses fins. Et le front est gelé des deux côtés. Pour le moment, la Russie ne progresse pas non plus. Et vous parliez de dynamique tout à l'heure. Effectivement, l'annonce française pourrait par exemple permettre à Olaf Scholz en Allemagne de débloquer la situation des Taurus, qui sont aussi des missiles qui permettent de frapper des cibles à 500 km et qui, pour le moment, n'ont pas été décidés par l'Allemagne. Mais on voit effectivement qu'à chaque fois qu'il y a une annonce importante, qu'elle soit de la France ou parfois d'autres pays, ça peut débloquer d'autres situations et la dynamique, effectivement, est importante. On ne peut pas livrer d'obus, qui seraient les armes essentielles en ce moment sur le front, mais on le fait avec d'autres systèmes plus perfectionnés, de très haute technologie, et qui permet des taux de réussite de frappe qui sont proches des 90%, voire même un peu plus. Alors, c'est 850 000 euros. Oui. 850 000 multipliés par 40. Par 40. Voilà, oui, on est à 35 millions d'euros. Qui est bon au chiffre et aux lettres, ça fait combien? Un peu plus de 35 millions d'euros, oui. Voilà, merci Xavier. En complément, c'est ce qu'on appelle la MCO dans le jargon industrie de défense. Le maintien en conditions opérationnelles. Maintien en conditions opérationnelles. Ça aussi un budget que de maintenir ces fameux missiles Scalp en conditions opérationnelles, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent. Et le fait il y a un arbitrage là qui est à la fois politique et industriel de livrer ce matériel-là aux Ukrainiens fait que c'est un choix budgétaire également. C'est-à-dire que finalement, on les livre, ils vont être utilisés, on verra comment ils seront utilisés, mais c'est une forme d'économie dans le maintien en conditions opérationnelles de l'armement. Il faut rappeler qu'on avait commencé par en commander 200 quand on les a créés, les Scalp. 200. Donc la première commande, c'était 200 missiles. On en a déjà donné 50 aux Ukrainiens, 50 autres, il nous en reste. Des paroles et des actes. En tout cas, l'affirmation du soutien inaltérable à l'Ukraine, parce que la Russie ne doit pas gagner, c'est très clair, et donc des livraisons pour appuyer cette profession de foi, pendant que Vladimir Poutine, lui, a fait une déclaration hier pour dire que l'Ukraine risquait de prendre un coup irréparable, très grave. On l'écoute. Ce qui va se passer maintenant, c'est assez évident.
Non seulement leur contre-offensive a échoué, mais l'initiative est entièrement entre les mains des forces armées russes. Si cela continue, l'État ukrainien pourrait subir un coup irréparable, très grave. Mais c'est leur domaine de responsabilité. Ce sera alors le résultat de leur politique. On pourrait parler d'une assurance menaçante de Poutine. On a l'habitude avec les menaces de Poutine, mais il dit en gros, le front est entièrement entre nos mains. Donc si quoi d'ailleurs? Si Kiev n'arrête pas, si Kiev ne négocie pas... négocie pas, c'est ça qu'on peut comprendre. Alors lui, il ne va pas proposer de négociation. De toute façon, il n'y est pas du tout favorable, à part totalement à ses conditions, c'est-à-dire la reddition totale du pays, à minima les oblasts que les Non, attendez, les Russes essayons de comprendre sa phrase. Il dit quoi? Si Kiev ne négocie pas, nous allons porter un coup irréparable. Le pays sera entièrement détruit, parce que lui, il a tout le temps qu'il veut pour mener cette guerre. Aujourd'hui, le front est gelé. Contrairement à ce que dit Vladimir Poutine, les Russes n'avancent pas sur le terrain. Les gains sont de quelques centaines de mètres, et encore pas tous les jours et même pas toutes les semaines. Et pour certains gains, ils dépensent 1000 hommes pour quelques kilomètres carrés, pour 1 kilomètre carré. Donc lui, il dit, voilà, on va porter un coup irréparable. Il dit pas sur quel délai. Il vaudrait mieux peut-être que les Ukrainiens en tirent les conséquences et viennent nous rejoindre à la table des négociations, qui ne sont pas des négociations, puisque les dés sont pipés dès le départ. On sait ce qu'il veut. L'Institut de la guerre fait la même analyse que vous, Xavier. Regardez, on va la lire. Après cette déclaration de Vladimir Poutine qui parle de coup irréparable, le président continue de démontrer que la Russie n'est pas intéressée à négocier de bonne foi. De bonne foi, oui, bien sûr. Avec l'Ukraine. Les objectifs maximalistes de la Russie en Ukraine, qui équivaut à une capitulation totale de l'Ukraine, restent inchangés. D'autant plus qu'il a revu ses objectifs à la hausse. Souvenez-vous de sa conférence de presse où il disait qu'Odessa était une ville russe. Or, pour le moment, Odessa n'est absolument pas sous la coupe des forces russes. Alors, on n'a jamais dit que la Russie était prête à négocier de bonne foi. Non, non. Absolument jamais. Mais là, elle met un coup de pression sur Kiev en disant... Oui, c'est ça. Elle sent que l'Ukraine est dans un moment de faiblesse. C'est comme ça que vous l'entendez? Oui. Pardon. Allez-y. Plusieurs choses. D'abord, Poutine, n'oublions pas, il est en campagne électorale. Donc il faut qu'il affiche sa résolution inébranlable, sa confiance dans l'armée russe, sa certitude du succès. Ça, c'est la première chose. Sinon, il serait parti dans une aventure sans fin. La deuxième chose... Là, il n'est pas dans une usine d'armement, pardon. Il est dans une usine de production de concombres et de tomates. Mais c'est la campagne. Voilà. Mais la deuxième chose importante, c'est qu'on est actuellement toujours dans le phénomène de Davos, où les différents partis en présence s'expriment, et Zelensky a réaffirmé son besoin de soutien des pays occidentaux, enfin de tous les pays de la planète qui se respectent l'ordre international. Donc là encore, Poutine chante sa chanson de son côté pour être sûr d'influencer les autres puissances nationales. Donc c'est important d'avoir ce contexte en tête, parce que sur le front, il n'y a rien de nouveau, effectivement, à part ces attaques sporadiques des Russes sur le front qui bougent légèrement en leur faveur, il faut être honnête. Par contre, il y a un oblast tout de même où les Ukrainiens ont pour le moment l'initiative, c'est au sud, sur la rive gauche du Dniepr, où les Ukrainiens sont toujours, alors qu'on pensait que ça allait être des reconnaissances sans lendemain, qui ne donneraient pas lieu à une présence, mais ils sont toujours là-bas, et ils sont toujours là-bas en train d'agacer les Russes, parce que c'est eux qui ont l'initiative. Est-ce que la Russie peut porter militairement aujourd'hui ou dans les mois qui viennent un coup irréparable à l'Ukraine, comme Poutine menace de le faire? Plutôt non. La réponse aujourd'hui, on voit bien qu'à quel point il grignote un petit peu de territoire, mais les lignes de défense ukrainiennes, elles tiennent. Mais ce message, en fait, il est en campagne, et puis il adresse clairement un message aux Occidentaux quand il dit on va porter un coup irréparable à l'Ukraine. C'est vraiment pour essayer de stopper le soutien occidental en disant c'est la Russie qui aujourd'hui a l'initiative. Si l'Ukraine ne décide pas de revenir à la table des négociations à nos conditions, eh bien, en effet, on pourrait prendre tout le pays. Mais
c'est vraiment une façon d'essayer de semer le doute aussi dans le soutien des opinions publiques occidentales, des gouvernements occidentaux. Et en effet, c'est la réponse de Poutine à Zelensky, qui essaye de battre le rappel en ce moment à Davos, qui a vu Anthony Blinken, le secrétaire d'État, qui lui a redit « on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir le déblocage de cette aide au Congrès ». Ça traîne, non? Ça traîne. Joe Biden reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche les représentants du Congrès américain, donc des deux partis, républicains et démocrates, pour essayer de trouver un accord sur cette enveloppe budgétaire de plus de 60 milliards. Mais pour le moment, c'est toujours bloqué. De la même manière aussi, l'Union européenne, elle doit se réunir début février pour essayer aussi de débloquer des fonds. Donc dire comme ça, mettre en garde le monde sur le fait qu'un coup irréparable pourrait être porté à l'Ukraine si on ne s'arrête pas là, que l'Ukraine pourrait tout perdre, et les Occidentaux avec. Voilà, c'est une façon d'intimider le camp. Et ça aide plutôt Zelensky, je trouve. Pourquoi? Puisque en accentuant la menace, en particulier en la déplaçant même vers les pays baltes, Poutine abonde dans le sens de Zelensky et donc incite les pays qui soutiennent aujourd'hui l'Ukraine à poursuivre leur aide. C'est parfaitement clair. Et l'arrivée, par exemple, actuellement du ministère des Affaires étrangères nord-coréen, on va en reparler, à Moscou, et ces discussions avec Lavrov qui augurent d'autres fournitures d'armes et de munitions de la Corée vers la Russie, ben tout ça fait que la pression sur les gens qui sont aujourd'hui à Davos est considérable pour aider l'Ukraine. Donc ça va être une bonne opération et il y aura peut-être une moisson de promesses d'engagement à Davos pendant que Poutine, lui, essaye d'impressionner... les mêmes. Les mêmes, toujours les mêmes. Et puis aussi, comme vous le disiez, c'est la campagne électorale. Donc de toute façon, il ne doit pas fléchir sur ses intentions. Oui, et puis c'est aussi en complément on parlait d'industrie défense tout à l'heure, c'est ne pas oublier aussi les capacités russes à avoir glissé une partie de leur production nationale vers l'armement et de la reconstitution de stocks, en plus de prélèvements avec les stocks nord-coréens dont on a déjà parlé, on reparlera, et donc une continuité en fait stratégique qui ne dit pas son nom, Chine, Corée du Nord, Russie, voire d'autres pays avec de l'armement en Iran, etc., que la Russie elle-même reconstitue de l'armement aéroterrestre, notamment des blindés, notamment des missiles, notamment une dronisation un peu tous azimuts. Donc ça veut dire que, en plus du coup de pression de Poutine, de l'intimidation, il y a quand même derrière, en toile de fond, une réalité industrielle qui cherche l'épuisement de l'arrière ukrainienne, c'est-à-dire la partie qui est pas entre guillemets complètement bombardée tous les jours, et puis l'Europe et les États-Unis. Donc il y a vraiment cette volonté-là. Et la pression financière aussi est extrêmement importante, puisque comme vous le disiez très justement, pour produire des armes en Occident, on a besoin que des budgets soient votés, que de l'argent soit débloqué, alors qu'en Russie, c'est pas le cas. En Russie, les moyens sont complètement à la main de Poutine. Rappelons Absolument. que la moitié de l'économie russe aujourd'hui ne fait pas autre chose que de produire des canons et des munitions. Voilà les éléments de l'équation actuelle. Vous le rappeliez, Poutine a rencontré hier la chef de la diplomatie nord-coréenne à Moscou, avec son ministre des Affaires étrangères.